de catastrofe, les malheurs qui nous échoient nenorocirile care ne cad pe cap et la bonne fortune dont bénéficient les autres. și norocul care îi se întâmplă celorlalți, care cade pe capul celorlalți. Ou alors, c'est un ami irréprochable. Il vous poignarde par devant. Deci este un prieten ireproșabil, vă înjunghe din față, nu pe la spate. Ou alors, l'histoire nous apprend que les hommes et les nations se comportent raisonnablement une fois qu'ils ont épuisé toutes les autres possibilités. Istoria ne arată că popoarele se comportă rațional după ce au epuizat toate celelalte posibilități și cuvântul aparține lui Churchill. Je me rappelle l'époque où les savants passaient tout leur temps à essayer de déterminer l'âge de la Terre. Îmi amintesc epoca când savanții încercau să determine vârsta Pământului. Maintenant, ils se contentent de demander combien de temps il va encore durer. Acum se limitează să se întrebe cât timp o să mai dureze. Le chien est le seul être au monde qui vous aime plus que vous vous aimez vous-même. Câinele este singura ființă din lume care vă iubește mai mult decât vă iubiți dumneavoastră înșivă. Un optimiste voit toujours le bon côté du malheur des autres. Un optimist vede întotdeauna partea bună a nefericirii celorlalți. Une bonne conscience est souvent le signe d'une mauvaise mémoire. O conștiință curată este adesea semnul unei memorii slabe, proaste memorii. Voilà. Un gentleman est un monsieur qui, lorsqu'il rencontre une femme entre deux âges, opte pour le moins vraisemblable. Un gentleman este domnul care atunci când întâlnește o doamnă între două vârste, optează pentru cea mai puțin verosimilă. Très joli. Le reproche d'une femme à un homme. Reproșul unei femei către un bărbat. Si tu m'avais vraiment aimé, tu en aurais épousé une autre. Dacă m-ai fi iubit cu adevărat, te-ai misurat cu alta. Ou la flatterie consiste à dire à l'autre ce qu'il pense de lui-même. Sau lăudăroși, nu, cum spunem asta când flatezi pe cineva? Măgulirea înseamnă a spune cuiva ceea ce el crede despre sine. La bigamie, c'est quand on a une femme de trop. Bigamia e atunci când ai o femeie prea mult. La monogamie aussi. Bon voilà, je vous passe. Vous voyez. Voilà. Donc voilà. Et ce qui est important quand même, ce qui me semble très important, c'est que donc l'un comme l'autre ambele forme de umor sont des héritages du monothéisme. Sunt moșteniri ale monoteismului. Par son bras juif ou par son bras chrétien, ce sont des héritages du monothéisme. Brațul evreiesc sau brațul creștin sunt moșteniri ale judaismului. Et la ligne de partage se déplace. Ce n'est plus seulement les aristocrates anglais ou le petit peuple juif. C'est les aristocrates anglais et le petit peuple juif d'un côté, et le rire, le sarcasme, la raillerie, le rire de moquerie mauvaise d'un autre. Un rire barbare, un rire païen. Voyez? Donc, donc vous voyez que le rire juif est un rire d'autodérision, le rire de chrétien tel que les Anglais le construisent, c'est un rire qui vise le ridicule chez l'autre pour défendre l'un comme l'autre, c'est aussi par charité. Les deux intègrent le rire, les deux en font une arme de distanciation. La distanciation juive, c'est de savoir que, ce que je vous disais, qu'il y a discordance entre les idéaux et la réalité, que la providence, elle n'est pas si certaine que ça, etc. Dans le cas anglais, c'est plutôt une distanciation qui est prise avec la condition humaine, et que cette distanciation, c'est une façon d'acquérir une lucidité qui fait qu'on n'est pas attrapé dans la haine et dans le ressentiment,
les deux ont une, je dirais d'un point de vue psychanalytique, de psychologie individuelle, les deux ont une puissance narcissique d'une autre valeur. Au lieu que ce soit le narcissisme de la haine, c'est le narcissisme de s'élever spirituellement. C'est toujours du narcissisme, les hommes ne peuvent pas vivre sans. Mais ce n'est pas le même, évidemment, fondamentalement. La barre, elle n'est pas entre narcissique ou pas narcissique, là, elle est entre narcissisme de haine, de mort, de destructivité, ou un narcissisme d'élévation spirituelle, d'élévation dans la vie de l'esprit, de dignité, de respect. Donc, on voit bien que la barre, elle se déplace. Elle devient une barre éthique et spirituelle. Alors, l'humour juif est inconnu, comme je vous le disais tout à l'heure. Il est inconnu avant l'émancipation et l'émigration, et la migration des Juifs vers les pays d'Europe occidentale et des États-Unis et des Amériques. Bon. L'humour anglais, il n'est pas inconnu, lui, mais il est incompris. Il est complètement incompris en Europe continentale. Madame de Staël dira: oh, c'est un drôle de truc qui doit tenir au climat morose anglais. Doamna de Staël îl atribuie climatului ploios, mohorât englez. Victor Hugo dira en 1862: c'est drôle de chose que les Anglais appellent humour. Pour autant, il dénonce bien le sarcasme, comme je vous ai raconté tout à l'heure, comme Adorno, il désigne le sarcasme comme étant un bourreau. Mais néanmoins, l'humour, il comprend pas. Hippolyte Taine disait que l'humour était incompréhensible pour les Français. Les Français rient comme Voltaire. Dont Alexis Piron, qui était un contemporain de Voltaire, disait de Voltaire: s'il n'eût écrit, il l'eût assassiné. C'est-à-dire que le trait chez Voltaire, il est mauvais, il est cruel. Donc, la tradition du rire, c'est un rire voltairien plutôt, rabelaisien aussi, mais je veux dire dans la modernité. Et Hippolyte Taine disait: l'humour, c'est incompréhensible pour les Français. Et de fait, le mot d'humour rentrera dans le dictionnaire de l'Académie en France qu'en 1932. Il aura fallu plus de 2 siècles. Plus de 2 siècles pour que ce mot soit intégré. Quant au wit anglais, ce trait d'esprit dont je vous ai donné quelques exemples, il va, par l'intermédiaire d'un écrivain contemporain de Jean-Paul, il va devenir le wit anglais, le trait d'esprit. Et ce wit-là, cette façon de raconter, va rencontrer énormément, va rentrer en résonance, en confluence, aussi beaucoup avec l'humour juif. Freud disait de lui, il disait que c'était le rire de l'homme adulte sur l'enfant qui était en lui. Que l'enfant en lui avait encore des espérances, des attentes dont l'adulte savait qu'il fallait renoncer. Et donc ce rire-là, c'est un rire qui rit des espérances et des attentes dont la maturité a accepté la déception, mais qui néanmoins ne renonce pas complètement. Donc il écrit ça, il a 2 fois parlé du rire de façon importante. D'abord dans le trait d'esprit, qui est un des ouvrages canoniques de Freud, vous savez. Freud a 3 ouvrages canoniques. Il y a Psychopathologie de la vie quotidienne, avec les lapsus, les actes manqués. Il y a l'interprétation des rêves, et puis il y a le trait d'esprit, ses rapports avec l'inconscient. C'est les 3 ouvrages avec lesquels il détourne sa découverte, c'est-à-dire celle de l'espace de l'inconscient, l'inconscient psychique. Et donc le trait d'esprit est un ouvrage fondateur aussi de la psychanalyse, sur l'analyse du trait d'esprit.
Mais il revient dessus en 1929 avec un article sur l'humour, et c'est dans cet article sur l'humour qu'il dit l'humour c'est une position très particulière. C'est une position de la maturité, c'est un rire de la maturité. Et ce qui se passe dans ce rire d'humour, c'est comme ça vous arrive, comme ça m'arrive quand je vous raconte des histoires, ou quand on se raconte des histoires d'humour réel, c'est qu'il y a toujours le même mécanisme psychique. À la fois la stupéfaction et l'illumination. On est stupéfait parce qu'on ne s'attendait pas du tout. D'un seul coup, cette espèce de paralogisme qui vient prendre de travers l'histoire qu'on avait racontée et qui sert juste d'habillage et de mise en scène et de guide pour préparer justement le trait qui va la prendre de travers. Et c'est l'illumination. Parce que si on rit, c'est qu'on a compris de quoi il est question. C'est-à-dire que c'est en nous aussi. Donc on partage quelque chose quand je vous raconte une histoire votre arrière-fond à la fois psychique, éthique et cognitif, il est en résonance. Donc quand vous riez, vous faites aveu, vous avez compris. C'est pas un problème, c'est pas grave. Mais en même temps que vous faites aveu, vous avez compris, vous partagez quelque chose de l'humaine condition avec l'autre. Au fond, ça réalise aussi ce que voulait nous transmettre Montaigne. La connaissance de la condition humaine, mais au coup par coup, aux occasions. Et donc, c'est autre chose, c'est un passage, au fond, ça c'est moi qui le dis, c'est un passage de l'Iflosiskeit, du sentiment de détresse humaine inhérent à tout petit bébé, tout être humain, à la Menschlichkeit, au sentiment d'humanité. Et au lieu de se diriger vers la haine, le ressentiment, l'envie, ça se dirige vers la lucidité, le consentement, le renoncement. Vous voyez? Donc c'est une bifurcation civilisationnelle. Donc le rire, selon ce qu'il est, il peut accompagner, et là je reviens d'où je parlais, la philosophie politique, ou bien il est le rire du sarcasme, le rire de la domination, le rire du totalitarisme, le rire hitlérien dont je parlais tout à l'heure. Ou alors il est un rire qui accepte la condition humaine, qui n'est pas un rire de toute puissance, mais qui est au contraire un rire de désenchantement, de lucidité. En fait, le vrai humour, je parle du vrai humour, le vrai humour accompagnerait une démocratie authentique. Une vraie démocratie, parce que nous avons aujourd'hui partout, mais une vraie démocratie qui est le lieu de la reconnaissance de la diversité humaine et avec des médiations, d'un vrai débat responsable du devenir, de l'agir ensemble, c'est-à-dire les grandes questions de la philosophie politique, vous l'avez bien compris. Une vraie démocratie, elle est en résonance avec l'humour authentique. Et l'humour authentique est un élément contributif à un vrai exercice démocratique. Vous voyez comment je fais le tour et je reviens à mes questions fondamentales. Évidemment, c'est le rire de la vraie liberté qui n'est pas la licence. Vous savez, Thomas Jefferson disait, le prix de la liberté, c'est une vigilance éternelle. Et on ne peut être vigilant que si on accepte de savoir quels sont les travers et les ambivalences de la condition humaine et de l'humaine condition.
Et hélas, je ne sais pas ici pour la Roumanie, mais en France, je l'observe, le mot humour, le nom d'humour est le nom du plus sublime des rires, qui a pris des siècles pour être construit, et qui est au fond le rire enfin distingué et élevé de la hérité, enraciné dans la tradition monothéiste, construit à deux, séparément mais en résonance par les juifs d'un côté et par les chrétiens à travers les philosophes nord-anglais de l'autre. Eh bien, le nom d'humour a été trivialisé par la doxa mass médiatique. Aujourd'hui en France, on appelle l'humour tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu des siècles pour construire cette notion-là, la distinguer de la raillerie, du sarcasme, etc. Et aujourd'hui, les émissions de télévision, les journalistes, ils parlent d'humour pour dire n'importe quel rire. Humour, c'est-à-dire on rit. Oui. Mais c'est pas vrai. Cette anomie lexicale, parce que c'est une anomie, au lieu de savoir qu'il y a plein de mots possibles pour parler des rires différents et que chaque rire, finalement, porte son nom, le nom d'humour utilisé, trivialisé génériquement, fait régresser spirituellement et éthiquement l'ensemble de la connaissance des populations contemporaines. Et cette dégradation, hein, c'est une appellation d'origine dégradée quand même, une expression française, vous savez, appellation d'origine contrôlée pour le vin. Là, c'est une appellation d'origine dégradée. À chaque fois qu'on a des régressions comme ça, c'est toujours seulement au bénéfice, hélas, de la brutalité et de l'archaïsme. Aujourd'hui, sous le nom d'humour, on voit réapparaître le sarcasme, la raillerie. On voit réapparaître la confusion. Si j'étais devant un public français, je pourrais citer quelques noms pour que ça parle, mais là je ne vais pas le faire, mais vous comprenez génériquement de toute façon de quoi je parle. Alors pour conclure, je voudrais vous donner deux définitions de l'humour qui me paraissent devoir servir de balise. L'une est d'un grand historien de l'art, très cher à Gabriela Bazescu, qui a soutenu brillamment une thèse de doctorat hier. Bravo. Bravo. Un grand moment de l'université, j'ai trouvé. Erwin Panofsky disait de l'humour, le sens de l'humour repose sur le fait qu'un homme qui prend conscience que le monde n'est pas lui-même exactement ce qu'il devrait être, ne cède pas à la colère, ne se croit pas lui-même indemne, de toutes les laideurs, de tous les vices ou de tous les travers, petits ou grands, qu'il observe autour de lui. Et puis, en passant, Romain Gary, le grand écrivain, disait d'humour que c'était une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Et maintenant, je voudrais vous citer Vladimir Jankélévitch. L'humour exige de l'homme qu'il se moque de lui-même pour qu'à l'idole renversée, démasquée, exorcisée, ne soit pas immédiatement substituée une autre idole. Merci.
Martinovici și am vrea și traducătoarei ca să îl mulțumim pentru efortul pe care l-a făcut. Da. Și acum, dacă sunt întrebări, remarci... Sunt sigur. Doamna Bleda. Întrebări, da? Moderați dumneavoastră întrebările, mulțumim. Zic în românește sau în franceză? Nu, spune în franceză. Da, apoi trebuie să traduceți, da? Da. Nu, spuneți în franceză, am zis. Cred că e mai bine să întrebați în franceză și explic eu întrebarea. Merci beaucoup pour le sujet. Il y a plein de significations pour tous les domaines, pas seulement pour la philosophie, mais aussi pour la science politique, aussi pour la psychologie. Je veux juste vous signaler, je ne me rappelle pas exactement le titre, mais Jacques Le Goff avait au moins une conférence sur le sourire au Moyen-Âge. Donc c'est et Anthony Skinner, le professeur de sciences politiques à Cambridge, il a écrit aussi sur le rire. Ce que je voulais vous dire, c'est juste un commentaire, c'est qu'on peut l'humour le comprendre comme une forme de s'accepter soi-même et d'accepter l'autre. Deci umorul poate fi o formă de a se accepta pe sine și de a accepta pe celălalt. Nu de a se bate joc de celălalt. Il y a un possible couple entre le rire et la joie et la tristesse. D'ailleurs, c'était ça le sujet important du conflit entre le janséniste et les jésuites, entre Pascal et les casuistes, Stétian et puis parce qu'il avait au moins la possibilité de vivre une joie triste ou une tristesse en gaieté, parce que le rire parfois, c'est juste mon opinion, le rire parfois c'est une manifestation émotionnelle. C'est un enfant qui se chatouille, il rit. C'est une plénitude corporelle, émotionnelle. Il y a un rire qui est un rire de communication, d'être avec l'autre, ou de rire de soi-même. Une personne ivre, par exemple, il peut rire sans la capacité de se maîtriser. Il rit sans se juger. Mais la possibilité de voir